qui consiste à avoir une autre technique alors une autre technique de communication entre applications, une autre technologie d'application répartie, c'est la communication par messaging. Alors déjà, je vous rappelle qu'on peut classer les applications réparties en deux catégories. Les applications synchrones et les applications asynchrones. Les applications synchrones, ça veut dire du point de vue du client, hein, le client peut envoie une demande, mais il ne peut pas faire d'autres instructions tant que le serveur n'a pas répondu. Donc toutes les instructions qui suivent sont bloquées tant que je n'ai pas reçu la demande. Qui va par exemple RMI. J'appelle une méthode distante, j'attends le retour de la méthode ou une exception, ensuite j'avance dans le code. D'accord? Alors, l'asynchronisme, c'est quoi? L'asynchronisme, c'est le client qui envoie une demande, mais qui peut faire autre chose en attendant. D'accord? Juste 2 secondes, s'il vous plaît. Hein. 2 secondes. Bon, donc on reprend. L'idée, c'est un petit peu de faire un petit rappel. Je reprends. On a vu le synchronisme. Qu'est-ce que ça signifie? Asynchronisme, c'est j'envoie une demande et je ne suis pas obligée d'attendre le retour. Je peux faire autre chose. Donc, typiquement, on peut parler par exemple du mail. Le mail, c'est une application répartie asynchrone. Je t'envoie un email, après je vais faire autre chose en attendant que tu me répondes. Donc, j'ai réactivé le micro. Kiff le SMS, c'est de l'asynchronisme. Je t'envoie un SMS, mais après je peux faire autre chose en attendant que tu me répondes. Par contre, un peu par analogie, quand je prends le téléphone et je le mets dans mon oreille, bien sûr le cas basique, donc c'est par exemple un appel téléphonique, ça rapproche plus du synchronisme que de l'asynchronisme. Bien entendu, on a vu que le synchronisme et l'asynchronisme, on peut, pour rentrer dans les détails, voir qu'il y a du synchronisme côté client ou à la côté serveur, et vice-versa, de l'asynchronisme côté client, le côté serveur. Kif serveur, يجمع en mode synchrone ou asynchrone. Qui dit il demande, يقعد يستنى في الدمande يخدمها. Après يرجع للدمande اللي من بعدها. وإلا, ça c'est un serveur synchrone, ça veut dire qu'il ne peut traiter la demande suivante qu'après avoir fini la première. Ou alors on peut parler d'un serveur asynchrone, ça veut dire pour chaque demande, il lui crée un thread, voilà, il lui crée une tâche parallèle qui s'occupe de cette demande et il va revenir à la demande suivante. Donc sachez qu'on peut toujours, et de toute manière, de manière générale, on peut toujours basculer du synchrone vers l'asynchrone, sauf cas particulier. Grâce à quoi? Grâce au thread, par exemple. Donc je vous ai parlé du synchrone et de synchrone d'une manière générale, mais on peut en parler soit côté client, soit côté serveur. Quand on a fait un petit peu les sockets, ça se rapproche plus des communications asynchrones. Donc déjà, la création de l'asynchrone, c'est un phénomène synchrone. Je demande et j'attends que le serveur me donne l'OK avant que je puisse avancer côté client. Maintenant, je n'abعث على نعمل حاجة إلا ما la socket elle est créée. Après, quand j'envoie des textes, bah, je reste bon. Quand je fais un write n'est pas bloquant. Mais le read est bloquant. Je ne peux rien faire d'autre que d'attendre en attendant le read. D'accord? Bon, ça, c'est d'une manière générale. Alors, je vais vous parler d'une technologie qui est très, très intéressante, une des technologies les plus intéressantes. Sachez qu'il n'y a pas de classification parce que souvent, quand vous allez faire des applications, vous allez faire cohabiter plusieurs solutions selon le besoin. Donc, souvent, une solution informatique est constituée de plusieurs catégories de solutions. Alors, c'est la communication par messaging. Alors, la communication par messaging, on peut parler on peut faire une comparaison selon les critères suivants, la performance,
la fiabilité et la notion de broadcasting ou pas. La performance. On va dire que les applications par messaging sont plus performantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont asynchrones et que je peux faire autre chose en attendant que la réponse revienne. Donc ça permet un petit peu d'être plus performant. Par contre, un client RMI attend et le fait d'attendre, ça fait chuter les performances. Bien entendu, on peut toujours basculer vers les threads. Mais ça, c'est les cas standards. Donc ça on a tendance à dire que les applications asynchrones sont plus performantes que les applications synchrones. La fiabilité. Lorsqu'un client RMIOP parle avec un serveur, ce dernier doit être en train de fonctionner. S'il y a un crash ou si le réseau tombe en panne, le client il est coincé. Typiquement, il va recevoir une exception. Alors, on va voir qu'avec le messaging, il y a énormément de solutions permettant de pallier à ce problème. Si je prends l'analogie avec les SMS, quand vous envoyez un SMS à votre camarade, d'accord, est-ce que votre camarade a besoin d'avoir son téléphone ouvert? C'est une question. Ou est-ce qu'il a besoin d'être vraiment, qui m'appelle, couvert par le réseau? Non. Non. Alors, s'il a son téléphone ouvert, ou s'il n'est pas couvert par le réseau, que va-t-il se passer? Lorsqu'il va ouvrir son téléphone, ou bien est-ce qu'il va rentrer dans une zone où il est couvert par un réseau, eh bien, il va recevoir un SMS. Donc, dans ce contexte-là, on peut parler d'une meilleure fiabilité. Ça veut dire qu'on est plus sûr que le message arrive, ou que la demande arrive, que votre serveur soit opérationnel ou pas. On va voir grâce à quoi. Et puis, il y a quelque chose qui est très très intéressant, c'est la notion de diffusion multi-client. C'est un peu comme la télé, on utilise le mot broadcasting, de la diffusion multi-client. Quand vous êtes en RMI IOP, vous êtes en liaison one-to-one, un client, un serveur, ou un client, un serveur. Alors qu'avec le messaging, vous pouvez envoyer une même information à plusieurs clients. On peut faire de la diffusion d'informations. Okay. Donc, un petit peu, c'est les critères de choix. Performance, fiabilité et diffusion. Alors maintenant, grâce à quoi cela est possible? D'accord? Grâce à quoi? Grâce à ce qu'on appelle un logiciel du milieu. La traduction la plus proche, c'est le messaging middleware. Le middleware. Un logiciel qui va se placer entre l'application cliente et l'application serveur. Alors qu'en RMI, vous avez un contact direct. L'application A communique avec l'application B. Alors que l'année, on va introduire un nouveau logiciel. C'est un peu comme un opérateur. Qui me trouve l'opérateur Tunisie Télécom, voilà. C'est lui qui va sauvegarder par exemple vos messages en attendant de les rediffuser. En tout cas, il y a un middleware qui vient se placer entre le client et le serveur. D'accord? Alors, le messaging, d'accord, il va introduire ce troisième logiciel, voilà, ce troisième mode. Et paradoxalement, je vais dire le contraire de ce que je viens de dire maintenant, ça peut causer des chutes de performance. Donc, voyez un petit peu selon le verre, comment on peut le regarder, à moitié plein ou à la moitié vide. Ça veut dire que quand je vais m'appuyer sur ce logiciel du milieu, je vais introduire un temps de latence supplémentaire et donc les performances vont se ralentir. Donc, sachez que le messaging n'est pas fait pour le temps réel. D'accord? Il est plus performant dans quel sens? Il est plus performant dans le sens où il va permettre à notre client de vaquer à d'autres occupations en attendant que la réponse arrive. C'est dans ce sens-là. Mais quand il envoie la demande, sa demande va mettre peut-être un peu plus de temps pour arriver au serveur que quand on est en RMI. Allez, je rate ce troisième mot. Maintenant, on a introduit ce middleware. Ce middleware, c'est une sorte de bus à message. On l'appelle en anglais le MOM, le Message Oriented Middleware. Alors, c'est le nom donné au middleware qui supporte le messaging. Il y en a énormément sur le marché. Certains sont gratuits et certains sont payants. Mais ce n'est pas parce que c'est pas ça qui fait la différence en termes de qualité. En fait, ce que vous payez plutôt la hotline. D'accord? Vous payez l'assistance, voilà, ce genre de choses. Mais en termes de performance, ils sont tous similaires. On peut citer par exemple Microsoft MSMQ, qui est très utilisé.
Alors, فما par exemple Rabbit, qui est un fruit excellent qui vient d'apparaître sur le marché. Le Rabbit, le lapin, quoi, le Rabbit. فما IBM MQ Series, اللي موجود في تونس. Toutes les banques, il y a un système qu'on appelle la télécompensation. Je m'arrête pour faire simple. Les chèques qui arrivent aux agences sont scannés et envoyés à la banque centrale. Et tout ce système d'envoi des images des chèques se fait par messaging, en utilisant, je pense, la solution IBM MQ Series. Alors, l'idée, c'est quoi un petit peu du messaging? C'est d'utiliser les fils de message. Et le message, ce n'est pas un message « Bonjour, comment vas-tu » Le message peut contenir une tâche à réaliser, des données concernant une tâche à réaliser. Par exemple, une image d'un chèque à traiter, ou une requête même vers une base de données, whatever. Donc, l'idée, c'est là, on va utiliser un langage générique. Hein, ce n'est pas un langage ni C, ni Java, ni quoi que ce soit. C'est un langage générique. Une application A1 va faire un put du message 1 dans la queue. D'accord? Ensuite, on s'imagine qu'il y a un serveur. Enfin, c'est pas qu'on s'imagine. Dans la réalité des choses, il va y avoir un serveur qui va faire une récupération du message et il va être retiré de la file. On parle de consommation de messages. L'application A s'est terminée dans ce cas, parce qu'elle n'attend pas de réponse, et le message est retiré de la file. Alors, on peut s'imaginer aussi qu'il peut y avoir une autre application A3 qui va poster dans cette file, et A2 va consommer ce deuxième message et le supprimer de la file. Donc, on peut avoir deux producteurs, on parle de deux producteurs A1 et A3, et d'un consommateur qui est A2. D'accord? Alors, vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles. Hein. Donc ici, on a je répète, deux producteurs et deux consommateurs. Il y a énormément de modèles de messaging, énormément. Vous avez toutes les possibilités sont permises. Soit vous routez selon le contenu du message. Alors, routage de message qu'on appelle. Alors, routage de message, soit dans le message, il y a l'identité de l'application cible vers laquelle le message va arriver, soit par le contenu du message, ça veut dire il y a un critère, voilà, un flag dans le message, et selon ce flag-là, je vais l'envoyer vers une application consommatrice A ou une autre application consommatrice. En tout cas, c'est en décortiquant le message que je vais arriver à savoir où est-ce que je vais l'envoyer. Je répète, soit par l'identité de l'application, soit par un drapeau contenu dans le message, un critère quelconque. Alors, il y a maintenant un routage selon les modèles. Il y a le queue, il y a ce qu'on appelle en anglais le publish subscribe, publication, souscription. Alors, il y a aussi publication, souscription par contenu. Il y a la requête réponse. Je m'explique. La queue, c'est une file d'attente. Un message qui est envoyé est consommé par un seul client. Ça veut dire qu'il est supprimé de la queue et il n'y a qu'un seul client qui peut le consommer. Alors, il y a ce qu'on appelle le publish subscribe. Le publish subscribe se rapproche plus un petit peu du broadcasting, de la diffusion. C'est un peu comme la télé. Vous avez plusieurs chaînes qui sont des chaînes productrices et la télé va diffuser à tous les abonnés. Donc, un message publié dans un modèle publish subscribe est diffusé à tous les abonnés, voilà, tous les souscripteurs. Il y a aussi une souscription par contenu. Je m'abonne uniquement aux messages qui sont relatifs, par exemple, à l'INSAT, ou au ministère de l'Enseignement supérieur, ou à l'entreprise IBM, par exemple. Donc, on peut s'abonner par rapport à un contenu. Donc, tous les abonnés ayant demandé d'être mis à jour sur un contenu quelconque vont recevoir le message. Et là, on va voir un modèle particulier qui est un modèle un petit peu qui va essayer voilà, de se baser sur des requêtes-réponses avec un client-serveur asynchrone. On va les voir. Hein. Donc, ce qu'il faut retenir principalement, c'est les modèles Message Queue et le Publish Subscribe qu'on va analyser plus aujourd'hui. Donc ici, le queue, c'est quoi? Le queue, donc, c'est une file d'attente qui va être gérée par ce fameux middleware. Donc, elle est hébergée par le middleware. C'est comme l'opérateur, c'est lui qui maintient la queue. Les producteurs produisent des messages et les consommateurs les consomment. Sauf que l'année, si le message 1 est consommé par A3, c'est fini, il disparaît de la queue. Maintenant, c'est au tour du message 2 d'être consommé.
Donc, un message produit est consommé une et une seule fois. Par contre, dans le modèle Publish Subscribe, les producteurs P1 et P2 envoient, on n'utilise plus le mot queue, on utilise le mot topic. Dès que vous utilisez le mot topic, vous êtes dans ce qu'on appelle le modèle Publish Subscribe. La topic, vous postez des messages et ils vont être diffusés à tous les souscripteurs. Les S1 et S2 sont des souscripteurs, ils consomment le message 1, kiff le message 2 va être consommé par S1 et S2. Alors, publication de souscription par le contenu, il va y avoir une phase de pré-traitement dans laquelle on va introduire un flag dans le message et le post-traitement va analyser la présence ou pas de ce flag pour décider de l'envoyer vers le bon souscripteur. Si par exemple le message contient IBM, il va être routé vers S1. S2 n'est pas intéressé par les messages qui traitent de l'INSAT, par exemple. Donc ensuite, il y a un modèle requête-réponse, il y a une queue dans laquelle je vais poster les requêtes et une queue pour recevoir les réponses. Sachez que ici, les trois premiers modèles ne présentent pas d'un message de retour. Il n'y a pas cette notion, à moins de combiner ce modèle-là avec l'un des modèles précédents. Mais par défaut, ils ne sont pas programmés pour envoyer une réponse ou d'avoir une file de réponse response queue. Alors maintenant, comment sachez que cette technologie existe pour tous les langages, toutes les plateformes, C, C#, Microsoft, Java, whatever, parce que c'est la colonne vertébrale de beaucoup de systèmes d'information. On ne peut pas se suffire à des applications uniquement synchrones. Alors, si on essaie un peu de matérialiser ce phénomène-là en Java. En Java, il y a ce qu'on appelle l'API JMS, le Java Messaging Service. D'accord? C'est toutes les classes permettant de faire du développement en messaging sont dans cette API. Ça date quand même, ça a suffisamment de maturité au jour d'aujourd'hui, ça continue à évoluer. Donc, elle existe depuis 1998. Alors, c'est non seulement une API, ça veut dire un moyen de développement, mais c'est aussi un middleware, un logiciel. Ça veut dire que vous bénéficiez aussi d'un logiciel, de ce fameux middleware. Alors maintenant, ce qu'il faut très important aussi en termes de classification. On peut parler d'applications synchrones ou asynchrones, et on peut parler aussi d'applications à couplage faible ou couplage fort. Je m'arrête à couplage faible et couplage fort, où souvent ça a une relation avec l'asynchrone et le synchrone. Alors, le couplage faible, ça signifie quoi? Ça a deux significations différentes. Donc, là, je m'en arme deux débranchements, deux branches. Le flèche l'oul. Les deux, quand il y a un couplage fort, les deux applications doivent être actives simultanément. Couplage fort. Les deux doivent être actifs pour que ça fonctionne. Couplage faible, les deux applications, les deux entités n'ont pas besoin d'être actives simultanément pour que ça marche. Faible. Deuxième signification du couplage, littérature. Couplage fort, le client doit absolument connaître la signature exacte du service qu'il appelle, distant. Quel service distant? C'est une méthode qui a besoin de deux entiers, il doit lui envoyer deux entiers. Il est fortement dépendant de la signature du service. Ça veut dire que si la signature change, le client doit être mis à jour. Ouais, le couplage faible dans le sens où il n'y a pas la signature du service est lâche, elle est faible. Par exemple, j'attends du texte. Dans ce texte, vous pouvez mettre facture GSM du mois de décembre 2021. Ou elle a dit facture du mois de décembre 2021, vous dites à février 2021. Donc, je n'attends pas deux entiers. Je peux attendre un texte et dans ce texte, je vais extraire des informations. Donc, il faut le comprendre selon deux sens. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que RMI est un couplage faible au sens 1 et au sens 2? RMI, est-ce qu'il nécessite que les deux applications soient actives simultanément ou pas? Oui. Oui, donc dans ce sens-là, c'est un couplage fort. Est-ce que un client RMI est dépendant de la signature du service distant?
Quand vous appelez la méthode de la calculatrice add à distance, est-ce que vous devez respecter la signature de cette méthode ou pas? Oui. Oui. Donc, dans ce sens-là, il y a un couplage fort. Alors que JMS, on va vous permettre de faire un couplage faible, dans les deux sens. Le serveur n'a pas besoin d'être opérationnel, le consommateur n'a pas besoin d'être actif, ça ne pose pas de problème, contrairement à RMI et on va voir Corba qui sont des couplages forts, dans le sens d'être actifs simultanément. Alors je vais vous montrer un petit peu deux modèles que propose JMS, parce qu'il y a d'autres plateformes qui proposent plusieurs autres catégories de modèles. JMS propose deux modèles de base. Alors je vais les clarifier, c'est avec une autre figure. C'est mieux, donc celle-là vient plutôt ajuster la précédente. Alors, il y a ce qu'on appelle deux domaines comment dire, disponibles avec JMS. Le premier modèle, c'est le point-to-point, c'est la queue. Plusieurs producteurs produisent des messages dans une queue qui vont être consommés par un seul consommateur. Alors que le Publish Subscribe, qui a une topic au milieu, vous avez plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs. C'est ce qu'on appelle soit le Publish Subscribe, and Producer and Consumers, comme la télé, soit le Point-to-Point, and Productors, one Consumer, un producteur et un consommateur. Et donc, les deux domaines possibles. Puis JMS. Hein. Et donc, avant de faire quoi que ce soit, il va falloir choisir. Mais choisir selon quoi? Kif, c'est une autre image. Les producteurs produisent, elle est topic, et les consommateurs, après une phase de souscription initiale, vont recevoir les messages. Maintenant, le choix, il dépend de quoi? Alors là, c'est une explication en anglais de la queue. Ici, c'est une explication en anglais de la topic. Donc, si vous voulez, on peut le lire. Pour le point-to-point, a sender posts messages to a particular queue and receives read messages from the queue. Donc, il connaît directement la queue. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce modèle-là? Un et un seul consommateur récupèrent le message. Et le producteur does not have to be running at the time the consumer consumes the message, nor does the consumer need to be running at the time the message is sent. Alors, par contre, on n'envoie pas de réponse, c'est sûr, mais au moins, on peut envoyer un accusé de réception. Every message successfully processed is acknowledged by the consumer. Un accusé de réception, c'est simplement un 0 ou un 1. Un 1, typiquement, un bit. Ce n'est pas un message. Ça existe par défaut. Alors, le Publish Subscribe supports publishing message to a particular message topic. Subscribers may register interest in receiving messages on a particular message topic, ça veut dire ils s'abonnent. Et kiff, les abonnés n'ont pas besoin de se connaître mutuellement. Ils s'abonnent et puis c'est tout. Donc je vais vous laisser lire un petit peu les mêmes explications qu'on a vues. Maintenant, comment vous allez choisir? Kiff, quand on va choisir une technologie, on ne choisit pas la technologie parce qu'elle nous plaît ou elle ne nous plaît pas. On choisit une technologie en allant toujours revenir à la source. Et c'est quoi la source? Qu'est-ce qui va driver un choix technologique, d'après vous? Quelle est la première étape avant de faire un choix d'une technologie? C'est le fameux cahier des charges. C'est le métier. C'est quel est le besoin? Il va falloir toujours revenir à l'étape 0. C'est quoi le besoin? Et c'est en comprenant bien le besoin exprimé par votre client, voilà, par votre entreprise, que vous allez faire le bon choix. C'est ce qu'on appelle une approche top-down, en partant du cahier des charges vers la solution. Moi, je maîtrise une solution, ou si je veux me placer à un client, ou je mettre une solution informatique. Donc, c'est toujours en lisant bien et en allant un petit peu s'imprégner du cahier des charges. Là, je vais vous donner un exemple. Une entreprise reçoit des commandes. Une entreprise qui reçoit des commandes de la part de ses clients, voilà, de ses partenaires.
Est-ce que je ferais mieux? Donc, elle reçoit des commandes et elle va les traiter. Par exemple, j'ai une femme Michelin, elle fabrique des pneus. Michelin elle fabrique des pneus, le Peugeot, le Mercedes, le whatever, ou la Continental, ou la n'importe. Je fabrique des pneus et chez lesquels les tasses t'as dit les commandes. Est-ce que je ferais mieux dans ce cas d'utiliser une application synchrone type RMI? Un logiciel qui reçoit les commandes, un réseau bin les clientèles. Est-ce que je ferais mieux d'utiliser RMI ou une application base de messaging? RMI. 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 Pourquoi RMI? Les clients n'ont besoin de se communiquer avec بعض. Alors, les clients ne communiquent pas ensemble. Attention, les producteurs ne communiquent pas ensemble. Les producteurs ne connaissent même pas le serveur. Tout ce qu'ils connaissent, c'est une queue. Ça veut dire, est-ce que le client, en fin de compte, quand il envoie une commande pour commander des pneus, est-ce qu'il a réellement besoin d'une réponse pour avancer dans la fabrication des voitures? On peut s'imaginer que le client envoie un mail à Michelin en lui disant « Brabi, je produis aujourd'hui 200 voitures, prière de me préparer l'équivalent de… » Donc je ne reste pas en attente d'une réponse. Peut-être un accusé de réception et c'est tout. Et puis le client, si jamais le serveur tombe en panne, on sait que quand même la commande va arriver au serveur. Par contre, par exemple, le RMI, le serveur est en panne ou le réseau est en panne, c'est un problème. La commande ne va pas être réceptionnée par le serveur. Donc il y a ce fameux manque de fiabilité chez RMI. Et le côté synchrone, le client reste en attente. De quoi? Bon, ça peut être une confirmation ou pas. Alors, typiquement, quand ce genre de scénario, quand une entreprise reçoit des commandes de la part de partenaires ou de clients, les clients vont poster leurs commandes dans une queue. J'ai besoin de 400 pneus, tel type. Là, le message va arriver même si le serveur est en panne, il va arriver quand il sera actif. Et l'entreprise va traiter la demande au fil de l'eau. Et en plus, il faut savoir aussi que en fait, cette fameuse queue protège le serveur. Allez, il va traiter les demandes au fur et à mesure. Qui met les mails, par exemple, il va les lire au fur et à mesure qu'il aura du temps. Donc, en fin de compte, les tâches seront traitées par le serveur d'une manière plus optimisée. Il traite la première tâche, il lance la deuxième tâche, ou il peut aussi travailler de manière parallèle. مش نبعث السيرفر نقعد نستناه والسيرفر الثالث يدموند هذايا ما ننساوش اللي par défaut RMI est synchrone côté serveur. Il doit d'abord lancer la première commande, ensuite la deuxième commande ou tel. Bon, c'est pas obligatoire. Moi, je pense que pour ce genre de scénario, souvent, on a des clients qui se connectent à une queue, ils postent leurs commandes et l'entreprise pioche les commandes dans la queue et va les traiter. Ensuite, les représentants aussi d'une entreprise qui envoient des commandes dans cette queue. Kif. Les représentants, les commerciaux, ils envoient des commandes dans cette queue et l'entreprise va les traiter. Donc, les unités de fabrication prélèvent des commandes dans cette queue pour exécution. Elles peuvent les traiter au fil de l'eau ou elle peut lancer s'il y a plusieurs chaînes de production en parallèle. Un autre modèle un autre cahier des charges. Par exemple, je veux recevoir tous les sujets relatifs à la bourse. كل ما فما un nouvel article ou un nouvel article ou une news concernant une banque, je veux être au courant. Donc en fait, toutes les banques vont diffuser des informations dans cette topic et tous les abonnés vont les recevoir. Ou elle a la place boursière.
la place du marché publie régulièrement une mise à jour des cours des différentes entreprises dans la topic. Le cours par l'action éditeur, le cours éditeur, tant. Et moi, je suis abonné, je vais recevoir un petit peu et traiter et voir si je vais acheter ou pas. Donc, un client intéressé au cours des actions IBM souscrit à ce sujet. Un sujet correspond ici à l'entreprise X et les messages sont diffusés à tous les souscripteurs. Donc, vous voyez un petit peu deux cahiers des charges différents. Dans le premier cahier des charges, je vais envoyer des commandes et je sais que ces commandes seront traitées par un et un seul consommateur. Dans le deuxième cas, j'ai un ensemble d'abonnés, j'ai plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs. Et le message est consommé plusieurs fois. Il est envoyé plutôt plusieurs fois à tous les abonnés. Donc, si je reviens à la communication point-to-point, l'émetteur envoie son message dans une queue. Le destinataire va la prélever dans un ordre FIFO, first in, first out. Maintenant, on va voir un petit peu des options. Les options. Comme il y a des options liées au message. La première option liée au message est liée à persistant ou élément persistant. C'est le message. On va voir la durabilité. Les messages persistants ou non persistants peuvent, un message persistant, il survit à la défaillance du serveur. Il survit. Allez, il va survivre. Alors on va voir une image qui va venir plutôt ultérieurement. Voilà, les messages persistants sont sauvegardés dans le disque dur du serveur JMS, de ce logiciel. Donc, avant d'être envoyé au client, il est sauvegardé, voilà, au serveur. Alors, et une fois qu'il a été sauvegardé, il va être retransmis. On va faire un test, on va retransmettre jusqu'à ce qu'il parvienne à destination. C'est pour ça qu'on appelle une fiabilité, ça mène une fiabilité. Et attention, l'accusé de réception est reçu par le client une fois qu'il a été écrit sur le disque dur, ou une fois qu'il a été reçu par la cible. Donc le simple fait de l'enregistrer sur le disque dur, c'est une garantie de l'arrivée du message. Donc là, je reviens un petit peu, enfin, à des options donc. Message persistant ou non persistant. Alors, maintenant, deuxième modèle, le publish subscribe, le publisher adresse son message à un sujet, à un topic. Sujet, il faut le prendre ici comme une traduction française de la topic. Alors, il y a des abonnés qui souscrivent à cette topic. Alors, le message va être reçu par de multiples destinataires, les différents abonnés. Un abonné qui souscrit à l'instant T ne reçoit que le message publié après T. Et il doit rester actif pour continuer à recevoir les messages publiés. Il y a deux catégories maintenant d'abonnements. Ma persistance ou non persistance, c'est des critères liés au message. Par contre, durable ou non durable, c'est la qualité de l'abonnement. L'abonnement durable permet à l'abonné de recevoir des messages publiés pendant les périodes où il n'est pas actif. Ça veut dire dès que je me connecte, je reçois tous les messages que j'ai ratés. Donc, nota bene, la durabilité est une propriété liée au souscripteur, alors que la persistance est une propriété liée au serveur. Alors, ensuite, donc on a vu que les messages persistants sont conservés par le serveur sur un disque et ils survivent à une défaillance du serveur. Et dans le cas des messages persistants, le protocole entre un client GMS et un serveur GMS inclut un acquittement. Donc, je mets un acquittement qui me retole, ça veut dire dès qu'il est sauvegardé, j'envoie un accusé de réception. À la khater, je me charge du reste. Le serveur du milieu, le middleware, voilà, le serveur JMS, se chargera de faire parvenir le message à bonne destination. Voilà ce qui se passe. Dès que le serveur il envoie un accusé de réception. Alors, les accusés de réception sont envoyés automatiquement. On va voir soit à la fin d'une méthode receive qui garantit la réception côté serveur, soit à la fin d'une autre méthode qu'on appelle la méthode onMessage. Donc ici, on va voir l'opposition de deux techniques côté serveur. Une méthode synchrone de traitement et une méthode asynchrone. La receive va piocher le premier message dans la queue, le traiter et ensuite revenir au deuxième. Et ensuite aller au troisième. C'est un traitement synchrone côté serveur. Ou là, vous pouvez avoir un côté asynchrone côté serveur en utilisant la méthode onMessage.
Ça veut dire pour chaque message reçu, je vais déclencher un thread qui va s'occuper du traitement de ce message. Alors, qu'est-ce que vous préférez, la première technique ou la deuxième? La deuxième. La deuxième, elle permet d'augmenter je vais vider la queue plus rapidement. Sauf, وقتاش نستعمل receive كان فما تسلسل كان فما un enchaînement. Le traitement du deuxième message dépend du premier. Et dépend, معناتها ما نجم نخدم le deuxième que si j'ai fini le premier. فما une dépendance, فما un enchaînement logique. Mais s'il n'y a pas d'enchaînement logique, je peux déclencher des threads pour aller vider la queue plus rapidement. D'accord? Vous pouvez ici envoyer aussi un accusé de réception manuellement grâce à la méthode Acknowledge Message. Donc le développeur peut le faire. Alors, on peut aussi pallier à des problèmes de défaillance. JMS est fait pour traiter les cas de défaillance. Si le serveur JMS tombe en panne, le message reçu par le client n'est pas effacé du disque. Donc, si le serveur tombe en panne, il reste. Et ensuite, quand il redémarre, on va reprendre les choses, le fil de l'opération. Donc, soit ça peut... attention, c'est à condition que le message ait été sauvegardé. Ça veut dire que ça peut survivre soit à des crashs du serveur JMS, soit à des crashs du client ou du récepteur. Alors, bien que nous sommes en consensus aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plusieurs, les vendeurs proposent plusieurs serveurs mobs qui ne sont pas tous conformes à des standards. Mais on peut, par exemple, Rabbit ou d'autres logiciels qui sont conformes à certains standards. Donc, en fin de compte, tout fournisseur du marché, il vient un petit peu proposer sa propre manière de faire du messaging. Mais si je prends JMS, le Java Messaging Service, c'est un standard. C'est un standard pour normaliser les échanges entre composants et serveurs mob. Donc, je modifie standard AV. C'est une API, ça veut dire des classes, et c'est un logiciel qui va héberger ces fameuses queues ou ces fameuses topics. Maintenant, comme vous devez choisir entre deux domaines JMS, le mode de programmation, vous allez voir que la philosophie, mais la philosophie, elle est facile. Alors, il va falloir localiser le driver JMS, parce que vous savez que ça, c'est une philosophie générale de l'informatique. Quand je cherche à me connecter à un système tiers, le hardware, j'ai besoin du driver, le pilote. مثلا branchette imprimante, حاجتي pilote, branchette clé USB, حاجتي pilote, branchette clé scanner, j'ai besoin d'un pilote. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vient greffer un système à un autre système, il va falloir utiliser le pilote permettant de s'interfacer entre les deux. C'est la même chose, là, il faut considérer ce middleware comme étant un système tiers, un autre logiciel. Pour se connecter à cet autre logiciel, il va falloir utiliser son pilote, qu'on appelle le driver JMS, le pilote JMS. Après, il y a aussi un standard. Le standard qui, à chaque fois que j'ai besoin d'une ressource tierce, je fais un RMI, on fait un lookup. Pour rechercher une ressource, qui m'amène un lookup à l'objet, là, on va faire un lookup sur le driver JMS. Voilà, j'aurai le syntaxe par la suite. Donc, je localise le pilote et ensuite, je vais demander au pilote de me créer une connexion physique avec ce logiciel du milieu. Une fois que je me suis connectée physiquement, je vais créer ce qu'on appelle une session logique. Une connexion logique, on appelle ça la session. Après, il va falloir localiser la destination. Normalement, ça peut être, voilà, c'est l'équivalent un petit peu de la chaîne télé. Et ensuite, une fois que j'ai localisé la destination, je vais créer le producteur ou le consommateur, mouche et ou. Et une fois qu'on a fait ça, on va commencer à envoyer, voilà, à recevoir des messages. C'est ça un petit peu la philosophie. 2 secondes, s'il vous plaît. 2 secondes. Je reviens.
Alors, donc, bon, je vais essayer de vous matérialiser ça par une figure ou un schéma. Vous savez très bien qu'il est très, très important de toujours schématiser les choses. Malgré que ce schéma peut paraître complexe, mais on va essayer de le simplifier. Vous avez un client qui va essayer d'envoyer au serveur JMS, ce logiciel du milieu, des messages. Donc, il y a des queues qui sont hébergées, il peut y avoir des queues et des topics hébergés par ce middleware. Comment je vais faire pour envoyer ces queues? Du point de vue de la programmation, il faut d'abord suivre certaines étapes que je viens de décrire par ailleurs l'année. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La première étape, on va la matérialiser un petit peu par le fait de localiser le driver, le pilote. Donc, c'est comme si le pilote pouvait se trouver sur une autre machine ou aller sur la même machine que le client. Donc, en fait, tout simplement, je charge le driver. Une fois que j'ai chargé le driver, c'est le driver, on l'appelle aussi le driver en informatique, on utilise un autre nom, on appelle le connection factory. Ça veut dire l'usine à connexion. Le pilote, c'est lui qui va te permettre de te connecter à ce tiers, à ce logiciel. Donc c'est pour ça qu'une fois en petit 1, j'ai chargé le driver, c'est là que je peux demander au driver, à la Connection Factory, de créer une connexion vers ce serveur. Donc l'étape est la JMS Connection. Il y a une connexion entre votre client et le serveur. Donc le pilote, c'est lui qui va ouvrir cette connexion physique. Une fois que cette connexion physique est ouverte, en petit 3, je vais demander la création d'une session sur cette connexion. La session, c'est une sorte de connexion logique. Vous vous rappelez un petit peu dans l'équivalent un petit peu de la programmation réseau, quand j'ai une connexion, j'ai deux flux entrants et un flux sortant. Ce sont deux canaux. Bon, là, je n'ai pas deux canaux, mais j'ai une session. Une fois que j'ai cette session, je vais greffer dessus, je vais venir me connecter soit en tant que producteur, soit en tant que consommateur, et je vais avoir accès au queue ou au topic. Alors pour ça, l'API Java propose toutes les classes dont vous avez besoin pour programmer facilement et rapidement. Le Connection Factory, ce sont des interfaces génériques, la connexion, la destination, la session, le producteur et le consommateur. Donc c'est ce qu'on appelle l'interface parent. Après, on a spécialisé ces interfaces parentes selon le domaine. Pour le point-to-point, vous avez l'équivalent en queue, queue session, queue sender, queue connection, and so on. Et pour le modèle Publish Subscribe, vous avez l'équivalent topic. Vous rajoutez simplement topic. Donc, vous avez dans l'API tout ce qu'il faut pour programmer correctement. Bon, en termes de programmation, on peut en parler, hein, mais ça change tout le temps. Ça, c'est l'équivalent. Vous voyez un peu les étapes qu'on a décrites, 1, 2, 3, etc. On va les retrouver ici, dans le code. Donc, j'ai une petite application cliente. Donc ici, je vais essayer de mettre dans le contexte tous les éléments permettant de me connecter au logiciel, le middleware, le MOM, le Message Oriented Middleware, de créer un contexte initial. Ensuite, je vais aller récupérer le driver. Ici, c'est un driver permettant de me connecter à une Topic Connection Factory. Et ça, c'est une manière normalisée. Le lookup, c'est toujours une manière normalisée de localiser une ressource externe. Une fois que j'ai récupéré la factory, je vais lui demander de me créer une connexion. Là, la connexion physique est établie. Par rapport à la connexion physique, je vais créer une session. En mode auto-accusé de réception, je vais demander l'accusé de réception. L'étape suivante, c'est un programme en 2 slides. Une fois que c'est fait, je demande à la session de me créer un producteur par rapport à cette topic. Donc, je vais produire dans cette topic. Je crée un texte, d'accord, et je vais l'envoyer. Donc, le texte contient This is a test message et je l'envoie dans le publisher et je close. Donc, vous avez vu qu'il y avait deux paramètres dans la méthode qui est là, false et session auto acknowledge. False, ça veut dire je ne suis pas dans le transactionnel. On va le comprendre ultérieurement. Et ici, plutôt, on n'a pas besoin d'un accusé de réception, mais on a quand même un auto acknowledge. Et vous pouvez faire l'inverse aussi, côté... donc ça, c'est un autre code hein, qui ne diffère pas du premier.
Là, je crée un producteur et j'envoie 10 messages. La différence, c'est que j'envoie 10 messages dans une boucle. Le consommateur, il fait l'inverse. Hein. Sauf que l'année, pourquoi j'ai attiré votre attention, le consommateur, il est en mode receive. Il reçoit le premier message, il le traite. Ensuite, il va traiter le deuxième, il va traiter le troisième. Donc, on a un serveur ici qui est synchrone. Alors, l'autre technique, c'est plutôt d'utiliser ce qu'on appelle un serveur asynchrone. C'est pour chaque message, créer ce qu'on appelle un text listener, c'est un thread. C'est un thread, d'accord? Et je vais démarrer ce thread. Et en fait, pour chaque message, je vais lancer un thread qui va le consommer. Donc, vous avez ici l'opposition de deux techniques radicales, un serveur synchrone et là, un serveur asynchrone. Donc, je crée un consommateur, je vais créer un listener, je vais associer à ce consommateur ce listener et je vais démarrer le listener. Et en termes de performance, c'est vraiment beaucoup plus performant d'utiliser ce genre de technique. Voilà un petit peu, ça c'est le texte du listener. Le thread, text listener, implements message listener. Ce n'est pas la méthode run qu'on va redéfinir, c'est la méthode onMessage qui va être déclenchée pour chaque message. Donc au lieu de vider la pile en 10 secondes, si j'ai par exemple une seconde par message, je vais lancer pour chaque message reçu un thread. Donc j'aurai 10 threads. On peut s'attendre à ce que ça se vide plus rapidement. Donc l'idée un petit peu... alors comme je vais faire un TP sur ça, voilà, même si je ne fais pas de TP, je vais vous envoyer un tutoriel, parce que ça nécessite l'installation de ce MOM. Donc c'est plutôt une installation logicielle. En tant que tel, le code n'est pas difficile. Donc je vais vous envoyer un petit tutoriel. Et en respectant ce tutoriel, vous allez faire votre première application JMS avec en mode queue ou en mode topic. D'accord. Donc pour résumer, MOM, c'est une solution d'application répartie asynchrone avec faible couplage. Ce que vous pouvez envoyer, c'est des messages texte. Vous pouvez aussi envoyer des messages contenant des images, du multimédia, il n'y a pas de problème. C'est fiable, pourquoi? Parce que même en cas de panne du serveur ou même du middleware, on a quand même une garantie que les messages arrivent. On a même une garantie que si le serveur n'est pas opérationnel, les messages arrivent. Performant du point de vue du client, il ne reste pas bloqué en attendant une réponse. Attention, ça ne marche pas quand vous avez des contraintes temps réel. Si vous avez des applications temps réel, on oublie le JMS. Alors, dans l'ensemble, on a fini ce cours, d'accord? Donc, on a mis une petite heure, 10 minutes, un petit peu pour balayer le JMS. Est-ce que vous avez une question sur cette partie? Je vais essayer que vous matérialisez plus les choses, de vous envoyer un petit tutoriel. À ce stade, est-ce qu'il y a une question? Inès, Achour, Nedia, Ismail. On peut s'arrêter là? Je ne sais pas si vous êtes encore là ou pas. Voilà, oui, madame, ça va. Ça va, donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc vous avez le cours sur les fichiers et puis la semaine prochaine, on reprend à 8 heures. Ça marche? Oui, madame. Allez, bon week-end. Au revoir tout le monde. Bon week-end. Aïcha, merci à vous de même.